Voilà, le but en fait c'est de vous résumer ce qui s'est passé, comment la filière s'est développée en Normandie. Et cette mission Bois Énergie, nous ça va faire peut-être pas loin d'une dizaine d'années qu'on est dessus. En partenariat quand même avec d'autres organismes. Ce que vous voyez donc, sur la région, donc, qui est maintenant réunifiée avant la fusion des régions, on avait la Haute-Normandie ici et la Basse-Normandie ici, qui forment plus qu'une seule unique région. C'est le réseau des CUMA qui a été très très précurseur et très très fort dans cette dynamique en Basse-Normandie. Et en Haute-Normandie, on était deux structures, donc les défis ruraux sur la Seine-Maritime et l'Agence locale de l'énergie dans la... Voilà les structures de terrain, plutôt sur les filières, donc je vous disais bois bocagers et puis les chaufferies agricoles. Également les petites chaufferies de communes rurales pour lesquelles on faisait des notes d'opportunité, c'est-à-dire des formes d'incitation en tout cas à étudier le chauffage au bois pour chauffer les bâtiments publics. Parce qu'on verra que le nerf de la guerre, c'est quand même de trouver les débouchés pour ce bois. C'est là qu'il y a tout l'enjeu. Et on a aussi la chance d'avoir Biomasse Normandie, qui est quand même un acteur d'envergure nationale sur ces questions-là, qui mène un observatoire régional qui synthétise en gros toutes les données de la filière, et puis qui accompagne aussi les projets de réseaux de chaleur urbains de plus grande envergure. Et les deux financeurs de ce programme, la région et l'ADEME. Voilà à peu près les acteurs. Donc plus concrètement sur le volet de production de bois, je disais c'est le réseau des CUMA qui s'est occupé de ce sujet-là. Et donc on commence à avoir pas mal de matériel. Donc sur la Manche on a deux déchiqueteuses Bieber, donc quand même de grande capacité ce type de matériel-là, à grappin. Il y en a deux autres dans l'Orne. Et donc en Haute-Normandie, au début, le développement, j'y reviendrai après, mais oui, je vais revenir après sur l'historique du développement. Mais en fait, les CUMA ont poursuivi le développement, ne sont pas arrêtés au déchiquetage. Donc il y a eu des nouveaux outils d'acheter plus récemment, notamment un combiné scieur fendeur, pour aussi répondre à des besoins en bois bûche qui permettent de vendre le bois à des particuliers. Un camion souffleur récemment qui a été acheté en intercuma. Donc ce type de matériel-là qui permet de livrer de la plaquette dans des conditions difficiles d'accès ou en milieu urbain quand il n'y a pas beaucoup de place. Ça permet de projeter en fait la plaquette directement dans un silo de plein pied. C'est un système qui est assez intéressant parce que ça permet de mettre des chaudières à bois dans des endroits où autrement on ne pourrait pas, quoi, pour des questions d'accessibilité, de place disponible. Voilà, donc ça peut permettre de générer un nouveau marché sur le bois déchiqueté, le bois énergie. Et puis le nouveau projet en cours, c'est une scierie mobile de ce type-là, qui permet aussi de proposer des solutions de valorisation pour le bois d'œuvre. Parce que c'est vrai que la haie, historiquement et par nature, c'est compliqué de faire du bois d'œuvre avec, mais il y a toujours quelques beaux arbres sur les fermes pour lesquels la commercialisation est compliquée, donc autant les scier sur place et les utiliser pour les besoins en bardage ou autres directement sur les fermes. Voilà, donc oui, je vous disais l'historique de développement de la CUMA, donc moi que je connais plus sur la Haute-Normandie. En fait, au départ, donc ça a démarré dès 2010 avec une prestation en gros des CUMA de Basse-Normandie qui ont envoyé leurs machines quelques semaines par an pour tester un peu la demande et les besoins. Et donc vous voyez, en tonnage, ça a démarré assez doucement avec 1 ou 2 semaines d'activité les premières années. Et en fait, dès 2012, voyant que le potentiel était là, il y a eu la création des statuts de CUMA énergie. Et pour poursuivre encore la location entre guillemets du matériel bas normand, et jusqu'à aboutir à l'achat d'une déchiqueteuse en propre pour la Haute-Normandie en début 2015. Et vous voyez le volume d'activité qui est quand même assez conséquent. On est maintenant à 8000 tonnes par an. Donc ça embauche un chauffeur à temps plein, voire un peu plus même. Activité qui est quand même créatrice d'emploi. Et sur toute la région, je ne vous ai pas dit, mais donc on est à 35 000 tonnes déchiquetées par an. Donc dont vinyle sur la Haute-Normandie. Et là, vous voyez en jaune, c'est depuis qu'il y a le combiné scieur fendeur aussi, donc il y a un peu de prestation au bois bûche.
Et donc la deuxième série d'acteurs, c'est pour la commercialisation, mais ce sont aussi des groupes qui émanent des dynamiques CUMA, donc qui ont créé des structures de commercialisation cette fois. Parce que donc les CUMA sont sur la prestation matérielle, et ensuite pour vendre le bois, il y a eu des organisations, alors soit en statut associatif, donc pour Ecobois, Énergie 14 et Eden, soit en statut SIC, donc Société coopérative d'intérêt collectif, qui ont l'avantage de pouvoir intégrer des collectivités dans la gouvernance. Et c'est-à-dire que les clients, les collectivités qui achètent le bois sont aussi impliqués dans la gestion de la structure de commercialisation. Et c'est assez important parce qu'au final, la filière bois-bocagé, elle a du sens dans une optique d'aménagement territorial presque. Si on reste sur une pure logique marchande, c'est compliqué d'être compétitif sur une filière bois-bocagé face à la filière forêt. Alors pour une raison assez simple, c'est que le bois énergie dans la forêt, c'est un coproduit, on va dire. La logique économique de la forêt, c'est de faire du bois d'œuvre. Donc les houppiers, on les vend en bois énergie, c'est un complément de revenu, on va dire. Mais le prix n'est pas essentiel. En bois bocagé, si on broie la haie, il n'y a pas d'autres usages économiques de la haie que ça, donc il faut au moins couvrir ses coûts, quoi, sinon aucun agriculteur n'y va. Et donc ça veut dire que les clients qui achètent le bois issu des haies, les collectivités en particulier, il faut qu'ils aient conscience de leur contribution en gros à de l'aménagement territorial. Alors soit pour le tourisme dans les zones bocagères où il y a du tourisme, soit pour la qualité de l'eau, soit pour tous ces aspects, ces externalités positives. Mais on a un argumentaire assez fort sur ces aspects-là. Il y a même un travail en cours, je reviendrai un peu après, de labellisation du bois bocagé. Création d'un label qui va permettre d'exister sur un segment de marché spécifique pour les clients qui veulent en gros contribuer au maintien de la haie dans le paysage. Les deux départements les plus bocagés, en fait, Manche et Orne, ont démarré dès 2005-2006. Et ils commercialisent maintenant en tout, on va dire, dans les 5000 tonnes chacun. Donc en Haute-Normandie, on a démarré un peu plus tard la vente. On est qu'à peu près 1000 tonnes par an. Alors c'est quand même, il y a quand même une notion à avoir en tête sur la rentabilité de tout ça. C'est que si on veut pouvoir financer un ETP sans aucune aide sur l'activité de vente de bois, idéalement il faudrait arriver à un volume d'activité de 10 000 tonnes. Parce que si on prélève entre 5 et 10%, en gros, on va dire même 10% pour les frais de fonctionnement de la structure de vente, on voit que pour sortir un salaire à temps plein, il faut arriver dans les 10 000 tonnes, quoi. Donc on n'y est pas encore, quoi, hein. On n'en est pas loin quand même, ça progresse pas mal, mais voilà, il y a encore du développement à faire. Et il y a le potentiel. Alors, ouais, ça peut vous intéresser pour vous expliquer comment ça s'est passé historiquement en Haute-Normandie. Donc l'association Eden qui commercialise le bois aujourd'hui, à l'origine, elle s'est créée en 2003 uniquement pour le matériel, c'est-à-dire l'achat de cette petite déchiqueteuse là, et pour l'autoconsommation, les agriculteurs qui avaient des chaudières chez eux. Et en fait, progressivement, au fur et à mesure du développement des chaufferies bois en collectivité, cette association s'est convertie en structure de commercialisation. Donc avec maintenant 5 ou 6 chaufferies qui sont listées là. Et finalement, maintenant, l'activité de déchiquetage en 2012 est entièrement gérée par les CUMA. La prestation de déchiquetage. C'est l'autre exemple de la SIC que je vous disais tout à l'heure, avec des statuts particuliers qui permettent d'intégrer les collectivités, d'avoir une gouvernance assez démocratique, entre guillemets, où il y a même un collège salarié dans la gouvernance. Pour développer cette filière-là, bois bocagé, il faut être capable d'argumenter sur tous ces aspects-là auprès des clients, parce que sur un angle purement économique, on a du mal à exister autrement. La haie, c'est vraiment un outil multifonctionnel, quoi. C'est au niveau agronomique, effet brise-vent, abri pour les troupeaux quand il y a de l'élevage. Ça contribue à l'amendement des sols. Refuge de biodiversité dans le cas des trames vertes, corridor biologique, fonction de production, donc bois d'œuvre, bois de chauffage, éventuellement de fruits. Fonction sociale, tourisme, cadre de vie, paysage.
et environnemental, ce que je disais, un effet même microclimatique aussi, parce que la régulation du climat, quand il est assez dense, voilà, c'est par définition très multifonctionnel. Sauf que c'est quand même nettement en déclin. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'en Basse-Normandie, il y a un observatoire depuis les années 70 où régulièrement ils observent sur des placettes la densité de haies et leur connectivité. Et vous voyez que depuis 70, on a quasiment diminué de moitié. Alors c'est pas 0 en bas, hein, mais on est passé de 13 à 7 km de haies par kilomètre de haies par kilomètre carré. Ce déclin-là, il a des raisons connues de remembrement, etc. Et puis de mécanisation de l'agriculture, tout simplement. Mais notre idée derrière, c'est que la valorisation économique du bois énergie, elle doit permettre le maintien, voire la replantation des haies, si l'agriculteur il trouve un intérêt économique, si à minima, les frais d'entretien de la haie sont couverts par la vente du bois, quoi. En gros, que la haie ne lui coûte pas d'argent. Et donc c'est ça, nous, la philosophie de notre démarche, c'est ça. C'est d'arriver à maintenir le bocage, voire à le replanter, en couvrant les coûts d'entretien de la haie par la vente de bois énergie. Et c'est peut-être aussi le fait que l'entretien, c'est ça qui maintienne les fonctionnalités de la haie. C'est-à-dire qu'une haie trop épaisse, c'est... Alors c'est devenu une évidence pour moi, mais ça n'est pas forcément pour tout le monde. Effectivement, une haie, si on n'y touche pas, elle périclite à un moment ou à un autre. Ça a toujours été, la haie, une construction humaine pour une utilisation humaine. Enfin, avant, on faisait tout avec la haie, hein. Les poteaux, les piquets de clôture, le bois d'œuvre pour les bâtiments du corps de ferme, le bois énergie tout le temps, ça a tout le temps existé, le bois bûche. Donc la haie, elle a toujours existé pour être un support, un outil de production. Et si elle disparaît, c'est justement parce qu'elle a de moins en moins d'utilité pour l'agriculteur. Si on veut que la haie reste, il faut lui trouver des usages économiques. Ça a toujours été le cas, et c'est vrai qu'on peut avoir une vision des fois un peu urbaine ou distante du bocage uniquement comme cadre de vie, et pas se rendre compte de sa fonctionnalité économique qui est indispensable pour la préserver, quoi. Et si on l'exploite de manière correcte en respectant les périodes d'intervention et tout ça, on ne nuit pas à la biodiversité, au contraire, quoi. On la dynamise. Alors, oui, d'ailleurs, il y a même un aspect assez intéressant, c'est que si on veut optimiser la production de biomasse sur la haie, il faut intervenir en moyenne tous les 10 à 15 ans. Parce que la croissance annuelle du bois d'un arbre, elle augmente pendant les 15 premières années, et après elle se stabilise, voire elle baisse. C'est-à-dire un arbre qui a 10 ans, il va faire plus de biomasse en un an qu'un arbre qu'il y a 30 ans. Donc si on veut produire beaucoup de biomasse tous les ans, il faut tailler ou recéper son arbre ou couper en gros au bout de 10 à 15 ans. Et c'est la fréquence d'intervention du coup qu'on préconise en bois énergie, c'est de repasser sur un linéaire au bout de 12 ans, 13 ans. Alors ça c'est un chiffre que vous pouvez garder en tête, parce qu'on observe en Normandie la production annuelle d'un linéaire de haie, c'est à peu près 20 mètres cubes apparents plaquettes par kilomètre de haie par an. C'est-à-dire que si on passe au bout de 10 ans, on va faire 200 mètres cubes de plaquettes sur un kilomètre de haie. En moyenne, hein. C'est à nuancer, il y a des gros écarts selon la conduite, les essences et le type de sol et tout ça, mais sur la région, c'est la moyenne qu'on observe. Et donc l'équivalent énergétique de ça, c'est 1600 litres de fuel. La conséquence, si on se projette à l'échelle d'une exploitation agricole qui aurait 2 km de haie, donc ce qui est assez courant chez nous, elle est autonome pour chauffer une maison. Parce que ça lui fait l'équivalent de 3200 litres de fuel. Donc c'est à peu près ce qu'on consomme sur une maison par an. Et donc ça veut dire qu'on va faire, si on passe tous les 10 ans, on va couper 200 mètres de haie chaque année. On a 2 km, on coupe 200 mètres chaque année, et comme ça, au bout de 10 ans, on fait un cycle, on revient à l'endroit où on est passé il y a 10 ans, et ainsi de suite. Et donc on va sortir 200 mètres cubes, je dis par kilomètre, donc même 400 mètres cubes à chaque fois, chaque année. Et ça va être suffisant pour chauffer une maison. Donc l'itinéraire technique, je vais le détailler du coup, ce qu'on préconise. Donc ça c'est la productivité qu'on peut en tirer. En fait, là vous pouvez retenir 1 mètre cube de plaquettes, c'est 80 litres de fuel, l'équivalence énergétique. Et ça pèse, 1 mètre cube de plaquettes, ça pèse 300 kg en verre.
en bois vert et 250 kg une fois séché. Donc maintenant, l'intérêt aussi, c'est que, je vous le disais, la haie, elle avait plein de fonctionnalités. Aujourd'hui, si on veut les maintenir, il faut aussi être capable de proposer des solutions de mécanisation. Parce que les corvées de bois, entre guillemets, il n'y a plus d'agriculteurs qui ont le temps de le faire et qui ont envie de le faire non plus parce que c'est quand même fatigant. Et aujourd'hui, alors notamment des outils qui viennent du milieu forestier, mais on a tous les outils pour exploiter la haie sans intervention manuelle, entre guillemets. Donc à commencer par la coupe, on a des pinces d'abattage de ce type-là, qui ont des rendements assez importants quand même. Hein. Parce que vous voyez, là je vous disais, pour chauffer une maison, il faut faire 200 mètres. En 200 mètres, vous les faites en 2 heures avec ce genre d'outil. Donc en une journée, quasiment, vous faites votre chantier, quoi. 2 heures de taille, 2 heures de broyage et vous êtes bon, quoi. Donc voilà, c'est des chantiers qui se font très vite une fois mécanisés. Donc ensuite, les différents outils que propose l'ECUMA face à ce bois, le déchiquetage, c'est une prestation avec chauffeur qui revient à 260 € de l'heure rotor, donc vraiment de l'heure de broyage sans frais d'approche. Et le rendement moyen, c'est 40 m3 de plaquettes à l'heure de cette machine-là. La suite du processus, donc soit on veut utiliser le bois vert, donc on n'a pas besoin de le stocker, on peut directement l'envoyer dans les grosses chaufferies qui brûlent du bois vert, si on le vend, ou l'utiliser en BRF, en paillage. Soit on veut l'utiliser dans des petites chaufferies ou des chaudières domestiques. Dans ces cas-là, il faut le sécher à peu près 6 mois. Et donc on passe de 45% d'humidité en bois vert à 25% une fois sec au bout de 6 mois. Ça sèche relativement vite par rapport au bois bouche. Ça peut être, si on n'a pas de bâtiment, on peut aussi le sécher en extérieur, mais avec une bâche perspirante qui laisse passer la vapeur d'eau. Une bâche un peu en tissé, quoi. Voilà. Avec la bâche, on obtient le même résultat? Ouais, oui, à peu près, ouais. Alors, faut faire vraiment des tas assez hauts, assez pointus, faut bien plaquer la bâche, vraiment faire les choses bien, quoi. On arrive à... Alors on descendra pas sous les 25%, quoi, alors que ça va continuer un peu à baisser en sous-bâtiment, mais ça fonctionne. Attention au sol, faire quand même ça sur idéalement une dalle bétonnée pour pas ramasser de cailloux, de choses comme ça après, mais c'est envisageable. Sachant que ça, c'est vraiment dans le cas où il faut du bois sec, et c'est pas le cas si on vend à des réseaux de chaleur urbains, par exemple. Eux, le bois, ils prennent à 45. Hein. Dans ces cas-là, il faut limiter les reprises. L'idéal, c'est de broyer directement dans le camion et que le camion parte à la chaudière. Maintenant, c'est les process qu'on essaie de mettre en place, quoi. Pas de stockage, pas de dépôt, pas de reprise. Faut faire au plus court. Et les grosses chaudières ont des rendements aussi bons avec des plaquettes Alors, donc là, effectivement, sur les rendements de chaudière, donc des chaudières bois sec, on est à 85% de rendement, ce qui est vraiment bon, quoi. Alors, c'est pas autant que chaudière gaz qui va être à 95, mais c'est tout à fait acceptable. En bois vert, on a maintenant des technologies de condensation. C'est-à-dire que l'énergie qu'on perd pour vaporiser l'eau en vapeur, on la récupère en condensant l'eau dans les fumées ensuite. Et donc là, on aboutit à des rendements assez bons, quoi. Et les derniers réseaux de chaleur qui se font utilisent ces technologies-là. Et dans tous les cas, même si le rendement est moins bon, le rendement économique il est de toute façon meilleur en bois vert parce que vu les volumes qui sont brûlés dans ces réseaux-là, s'il fallait stocker, ça serait même pas possible en fait. C'est des chaudières à 30 000, 40 000 tonnes par an, c'est trop de volume. Et une autre question par rapport au séchage, est-ce que ça peut être justifié entre guillemets vous savez, pour les céréales, on peut avoir éventuellement des caniveaux de ventilation, avoir une ventilation mécanique pour... non, ça... C'est pas nécessaire. Je sais qu'au début de la filière, il y a eu tout un tas de gens qui ont mis en place des séchages mécaniques avec ventilation d'air chaud et tout ça. En fait, il y a un début de fermentation qui se produit quand on met le bois en tas. Alors, il s'arrête spontanément en fait par manque d'azote. Parce que ce qui fait que ça fermente, c'est l'équilibre carbone-azote. Là, quand on broie du bois, il ne faut pas qu'il y ait de feuilles, c'est important, sinon on fait du compost. Mais donc là, au début, il y a un début de fermentation qui fait monter le tas à 80 degrés à peu près. Et donc ça fait de la convection naturelle spontanée d'air en fait. Et on voit, ça fait des cheminées de vapeur qui sortent. Le premier mois, c'est impressionnant, quoi. La vapeur sort très vite. Et donc c'est ce qui fait que le bois s'agite, qu'au bout de 6 mois, il est prêt à être utilisé. Juste une question, ouais. Un petit peu Alex. Il y a beaucoup de cendres, surtout sur les gros réseaux de chaleur. Qu'est-ce qu'elle devient la cendre après? Alors, il y a deux types de cendres dans les réseaux de chaleur. Il y a les cendres volantes
qui sont beaucoup plus concentrées en métaux lourds et en éléments radioactifs. Donc celles-là, c'est une petite proportion des cendres. Celles-là, on est obligé de les enfouir en déchetterie, en centre technique. Par contre, les cendres dites de foyer, donc qui représentent 1 à 2% de la masse de bois. Si on met une tonne de bois, on va avoir 1%, 10 kg, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. 10 à 20 kg de cendres. L'idéal, c'est de les épandre dans les plans d'épandage agricoles, parce que ça vient du sol, c'est des minéraux, ça a une forte valeur d'amendement des sols. Donc il faut les réutiliser, les répandre. C'est pas toujours évident, parce que c'est considéré comme un déchet. Donc dans les plans d'épandage agricole, on a le droit, mais on n'a pas le droit, par exemple, de les mélanger à du compost pour revendre. Alors que ce serait intéressant. Et là, je sais qu'au niveau juridique, il y a encore c'est encore en débat en fait, c'est encore à construire. Est-ce que ça se fait dans d'autres pays? Oui, je veux dire, c'est le bon sens quoi, il faut arriver à ça, mais après c'est des questions de statut de déchets, de transformer ça en produit. Vous avez la même chose avec la méthanisation en fait, c'est des questions qui sont assez longues au niveau administratif à débrouiller quoi. Et à ma connaissance, c'est pas encore très clair pour les cendres de chaufferie. Si, c'est assez clair, c'est-à-dire que ça dépend du régime déjà ICPE de la chaudière. Bien sûr. Si c'est une autorisation, c'est la chaudière qui doit porter son plan d'épandage. Si c'est une déclaration, c'est un cadre un peu différent. Mais globalement, c'est la chaudière qui porte son plan d'épandage. Ouais, mais à ma connaissance, elles ne le font pas toutes, quoi. On est loin d'avoir elles sont obligées de le faire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça retourne souvent sur de l'enfouissement. Ben voilà. Après, il y a aussi une part de cendres qui repart aux cimenteries pour des incorporations de ciment. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, effectivement. Oui, donc c'est peut-être pas forcément que le cadre réglementaire qui bloque, c'est aussi tout simplement le temps que les entreprises organisent mieux, en gros, le plan d'épandage pour le valoriser mieux. Oui, et puis il y a un aspect économique quand même derrière. Donc, une cimenterie peut avoir un intérêt assez impressionnant vis-à-vis des réseaux de chaleur qui produisent quand même un certain nombre de tonnes. D'accord. Après, il y a aussi les capacités de stockage de la cendre qui sont réglementées, et donc on ne peut pas stocker de la cendre il faut avoir soit une plateforme déclarée en ICPE, donc je ne sais plus la classe, mais en tout cas, il y a tout un cheminement qui doit être réalisé. D'accord, merci pour le complément. Et Raphaël, tu disais qu'en Belgique, ils dépendaient de la cendre. Les composteurs belges rachètent des cendres, alors par exemple des cendres de son blé qu'ils mélangent à leur compost, et après qu'ils recommercialisent. Des cendres de son de blé, ils ont volé le son. Ouais. Donc c'est des cendres là. Donc voilà l'itinéraire technique de production qui est finalement assez simple. Pour les débouchés, donc soit l'autoconsommation, c'est par ça que ça a commencé, c'est ce qui est le plus logique sur une ferme. Quand on a des arbres, autant les brûler sur place pour les besoins de chaleur de l'exploitation. Donc ils peuvent être logements, gîtes, bâtiments d'élevage, séchoirs. Enfin, voilà, il y a plein d'usages possibles de la chaleur sur la ferme qui sont à priorisés dans les usages en fait. On a des temps de retour sur investissement qui peuvent être assez rapides. Alors les chaudières c'est cher, ce qui fait qu'il n'y a pas forcément d'intérêt pour un usage domestique. C'est au moins 25 000 € une petite chaudière en bois déchiqueté. Donc vous voyez, pour une seule maison, un particulier n'a pas intérêt à faire ça. Par contre, dès qu'on raccorde plusieurs bâtiments, dès qu'on a des besoins de chaleur un peu conséquents, là c'est très intéressant parce que on a du bois qui a un coût de revient 3 fois moins cher que le fuel. Donc voilà, le retour sur investissement vient assez vite. En général, au bout de 5 ans, sur les fermes que j'ai étudiées économiquement, il y a le retour sur investissement. Et ensuite, s'il y a du bois en surplus ou s'il n'y a pas besoin de chaleur sur la ferme, il y a la possibilité de vendre. Donc soit en sec pour les petites chaudières de communes rurales, soit en verre. Je vais revenir après sur les aspects économiques. Le retour sur 5 ans en autoconsommation, ça comprend c'est que la chaudière, ça ne comprend pas le traitement le coût de transformation des plaquettes. Si, en gros, c'est l'économie qu'on fait sur le combustible, au bout de combien de temps, elle compense le surcoût de la chaudière. Donc voilà, si on économise 3 000 € de combustible par an, parce que le bois est 3 fois moins cher que le fuel,
multiplié, alors là ça va faire gagner 15 000 € au bout de 5 ans. Donc le calcul est fait par rapport à ça. Ouais. Et alors par rapport aussi au surcoût d'une chaudière bois, parce qu'il faut. La chaudière bois elle coûte 25 000, si on avait mis une chaudière fuel, ça aurait coûté entre 5 et 10 000. Donc il faut retrancher, quoi. Parce que ce qu'aurait coûté une solution alternative à l'investissement. Puis retrancher des aides aussi. Parce qu'il y en a, hein. En Normandie, il y en a en tout cas pour les chaudières agricoles. On a 30% d'aides de la région. Donc voilà, quand on enlève les aides, on enlève le coût de la solution alternative, ça fait un surcoût de la chaudière bois. Et ce surcoût, on regarde au bout de combien d'années l'économie sur le combustible permet de l'amortir. Et donc oui, on peut tomber sur 5 ans assez souvent. Les autres usages plus anecdotiques en termes de volume, le paillage qui va peut-être, qui est amené à se développer sans doute dans les collectivités parce que on a le zéro phyto qui est arrivé dans les communes. Donc l'usage du paillage pour éviter le désherbage commence à prendre de l'ampleur. Donc il y a sans doute des marchés à prendre de ce côté-là. Le BRF, alors là on a un essai, on a demandé d'en parler un petit peu, un essai de l'association Sol en Co, donc qui est un groupe d'agriculteurs en agriculture de conservation, conserver la capacité productive des sols et leur matière organique, qui a fait des essais sur des petites quantités par rapport à ce qui est préconisé dans la recherche. Ils ont mis une dizaine de tonnes à l'hectare pendant 2 ans. Et ils ont quand même constaté des effets positifs sur la structure des sols et notamment sur les vers de terre. Ils ont fait des bancs de 20 mètres avec du bois, 20 mètres sans bois dans la même parcelle. Et le nombre de vers de terre qui dégradent la matière organique était beaucoup plus important là où vous avez mis du bois au bout de 2 ans. Et donc la conséquence aussi sur la structure du sol qui est forcément plus aérée, qui capte mieux l'eau. De ce côté-là, c'est positif. On consomme de l'azote aussi à faire ça. Alors voilà, alors justement ça c'est assez important à prendre en compte. Ça peut être un atout si on le met au bon moment, parce que la fin d'azote, ça peut limiter le développement des mauvaises herbes en hiver, au début du printemps. Et peut-être que du coup les agriculteurs pourraient proposer un débouché en épandage BRF, comme ça, qui ne demande pas de traitement particulier, juste le broyage. C'est peut-être une solution, en tout cas, aux yeux de la collectivité qui serait intéressante. Parce que ça pourrait faire des économies à la commune au niveau du traitement de ces déchets verts et amener une plus-value sur la qualité des sols et la qualité de l'eau. Je vais pas parler de la litière ici. J'ai 2-3 agriculteurs, en particulier en Vallée de Seine, où ils n'ont pas beaucoup de céréales, il manque de paille, qui utilisent la plaquette de bois dans les litières sous les bâtiments et qui sont très satisfaits du résultat. Parce que pour plusieurs raisons, déjà ça ne se tasse pas, donc ça garde l'effet drainant. C'est-à-dire les urines, tout ça, les jus vont continuer à passer à travers la litière parce que le bois ne va pas s'écraser comme la paille. L'autre effet, c'est que ça ne composte pas, ça ne chauffe pas, donc ça fait moins. L'atmosphère du bâtiment est meilleure, ça fait moins de vapeur dans le bâtiment. Et puis ça dure assez longtemps du coup. Comme ça reste aéré, ça draine et on en met moins au final. On met moins de tonnage que si on mettait de la paille. Donc ça peut être combiné en fait. Pour le confort des animaux, on peut au départ mettre 30 cm de bois et ensuite mettre un peu de paille dessus. Donc la paille est peut-être plus confortable quand les animaux s'allongent. Et puis ça fait faire des économies de paille et au final tout ça se composte très bien et pour retourner au champ après. Donc pour les zones qui manquent de paille, c'est vraiment une substitution qui marche très très bien. On peut même aussi regratter en surface le bois. Si jamais ça fait une croûte dessus, repasser juste mélanger un peu et ça relance la litière pour un moment. Donc voilà, les 3 agriculteurs que j'ai été voir qui font ça, ils ne reviendront pas en arrière, ils sont très contents du résultat. La compétitivité économique du bois bocager n'est pas forcément évidente par rapport au bois forestier. Et en particulier, je crois qu'il ne faut pas compter sur la valorisation en bois énergie pour payer le coût de plantation. Le coût de plantation, si on tient compte de tout, ça revient entre 5 et 7 euros du mètre. Là, c'est marqué pour 100 mètres linéaires, mais vous voyez, ça fait 5 à 7 euros le coût d'implantation. Alors il y a beaucoup de possibilités de subventions sur ces investissements-là. En gros, il faut le considérer à part. Par contre, le bois énergie, la possibilité de couvrir les coûts d'entretien. C'est plutôt comme ça qu'il faut raisonner.
parce que ces coûts d'entretien, vous voyez comment ils se répartissent. Donc là, on a attribué une valeur au bois sur pied, ce qui n'est pas forcément évident, mais transport, abattage, déchiquetage, on aboutit quand même à des coûts assez élevés. Ça, on n'arrive pas à commercialiser à ces prix-là aujourd'hui. On est plutôt entre 50 et 55 euros la tonne verte. Donc au final, ça pénalise un peu la valeur qu'on attribue au bois sur pied, quoi. C'est pour ça que je vous dis, ça couvre vraiment plutôt tout ce qui est les coûts de mobilisation, d'exploitation. Donc là, après, c'est des coûts qui se rajoutent quand on fait sécher la plaquette. De stockage, de gestion des stocks, de reprise, de livraison, etc. Et puis le potentiel énergétique aussi est supérieur, donc la tonne sèche c'est plutôt dans les 120 euros la tonne, le prix de vente livrée. Voilà, donc là c'est une petite synthèse du coup des contraintes, des défauts qui pénalisent un peu le bois bocagé. Un prix de vente qui couvre les frais d'entretien mais pas les coûts de plantation. Une plaquette bocagère qui a du mal à être compétitive face à la forêt, parce que la forêt a une logique de production, une logique économique de bois d'œuvre, du coup c'est complémentaire. Il y a des questions de qualité aussi, qui ne sont pas à négliger. Globalement, le bois de haie, c'est du bois qui a des diamètres plus fins. Et ça a des conséquences sur la qualité de la plaquette, parce qu'on va trouver plus ce qu'on appelle les queues de déchiquetage, c'est-à-dire les tiges fines qui vont passer dans le broyeur sans être coupées. Donc c'est des tiges assez fines mais qui vont rester longues, et ça qui peuvent poser problème dans les vis des chaudières. Et on a aussi les poussières, c'est-à-dire que plus une branche est fine, plus elle a d'écorce en proportion. Et ce qui fait la cendre et la poussière, c'est l'écorce. C'est là il y a les minéraux dans le bois. Donc le bois bocagé va avoir des taux de cendre un peu plus élevés et des taux de poussière un peu plus élevés. Alors c'est pas rédhibitoire, mais c'est vachement important d'en tenir compte quand on monte un projet de chaudière, en particulier dans les collectivités. Il faut choisir des chaudières qui sont un peu plus tolérantes sur ces aspects-là. Ça existe, on sait qu'il y a des marques avec lesquelles ça marche très bien, et d'autres marques où il y a souvent des problèmes à cause de ces choses-là. Donc voilà, attention à ça. Et après, il y a une question de fond, vu la multifonctionnalité des haies, est-ce que c'est à l'énergie de couvrir l'intégralité des charges de la haie? On pourrait imaginer que il y a des aides qui viennent par rapport à la qualité de l'eau ou par rapport à d'autres aspects que rapporte la haie au territoire. Pour faire exister encore davantage cette filière bois bocagé, on travaille sur un label, alors c'est au niveau national, cette fois, la Normandie fait partie des 3 régions qui pilotent ça. L'idée c'est que d'ici 1 à 2 ans, ce label soit fonctionnel et permette aussi d'exister dans les marchés publics. C'est-à-dire qu'une collectivité qui souhaitera du bois bocagé, elle aura le droit d'écrire un label bois bocagé. Alors qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de spécifier le bois bocagé dans un marché public, puisque c'est considéré de même nature que le bois forestier. En fait. Donc ça repose essentiellement sur un plan de gestion, ce label, qui garantit qu'on n'exploite pas plus que ce que la haie produit, qu'on n'arrache pas. Donc en gros, on construit un plan avec les haies à replanter, les haies à couper, quelle année, de manière à produire à peu près le même volume chaque année et ne pas surexploiter le bocage. Pourquoi le bois bocagé est plus cher? Ça, c'est l'historique de développement de la filière bois-énergie par type de ressources et par prix. Vous avez sur la flèche verte les prix croissants. En fait, les premières chaufferies, elles ont utilisé les déchets industriels propres, c'est-à-dire les palettes, les cagettes, les bois non traités en fin de vie, qui ont un coût matière de départ nul quasiment, et du coup qui sont commercialisés dans les 10 à 20 euros le mégawattheure. Quand ce stock-là a été entièrement utilisé, on est passé au Connex de Syrie. Et finalement, le bois, la plaquette forestière est arrivée seulement après, et la plaquette bocagère est encore un petit peu plus chère. En fait, forêt, on est autour de 25 euros le mégawattheure, et bocage autour de 30. Quoi. Donc, vous voyez les difficultés qu'on a dans ce... En gros, quand on aura... Enfin, si on suit la logique de ce graphique, c'est quand il n'y aura plus assez de bois en forêt qu'on se posera économiquement la question du bois bocagé. Mais... sinon, économiquement, il n'y a pas d'autre raison de le faire. Et vous voyez que le granulé est quand même largement plus cher, mais répond à un autre marché, répond au particulier le granulé. Ça, c'est les consommations de bois-énergie en Normandie. En fait, on voit les gros camions de plaquettes, on a l'impression qu'on déforeste, que tout le bois va dans les chaufferies industrielles et les réseaux de chaleur. Voilà la réalité du marché du bois en Normandie.
Les 2/3 du bois énergie, c'est le bois bûche pour les particuliers. Encore aujourd'hui. Les industriels en Normandie, c'est, on va dire, un quart, un petit quart, dont 3 chaufferies qui font de la cogénération électricité, et une cinquantaine de chaufferies industrielles. Et finalement, l'usage réseau de chaleur, c'est 11% de l'usage du bois, avec à peu près 250 chaufferies maintenant, on va dire, dans toute la région. Et alors vous voyez que là, c'est le développement. Donc ce secteur-là est stable en consommation, et celui-là, par contre, est en développement. Et donc vous voyez la courbe de développement, c'est le bleu et le vert que vous avez sur le graphique à côté. Vous voyez qu'on a un développement assez régulier, mais qu'on décroche quand même ces 3 dernières années par rapport aux objectifs du schéma régional de développement, air, climat, énergie, et notamment avec la baisse du prix des énergies fossiles, qui est un des grands facteurs explicatifs, en particulier les industriels, ils ne brûlent pas de bois si le gaz baisse fortement. Donc voilà, on a un décrochage des projets de chaufferie industrielle qui étaient dans les tuyaux. Ils avaient monté des dossiers et tout ça, mais ils les ont mis en pause parce que les énergies fossiles ont beaucoup baissé il y a 3-4 ans. Et est-ce que vous avez des projets ou des choses fonctionnant en micro-cogénération Non, on discute, mais je ne connais pas d'exemple en Normandie. Ouais, c'est de la recherche et développement encore. C'est des gros trucs. Ouais. Oui, pareil. Les dernières infos que j'avais, c'est que niveau économique, c'était pas forcément très opérationnel. Voilà, donc une idée reçue sur le. Et pourtant, la Normandie est quand même particulièrement riche en industrie qui consomme du bois, donc voilà, l'usage domestique, ça reste l'usage majoritaire. Et le bois bocager là-dedans, en Normandie, on est à 2,5% de l'approvisionnement uniquement des chaufferies collectives. Donc, vous voyez, ce petit tronçon-là, il y a 2,5% seulement de ce tronçon-là qui vient du bocage. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des marges de progrès encore et qu'on est une petite filière, quoi. Ça, c'est la carte des chaudières collectives. Je vous disais, 230, c'était en 2016, voilà, on ne doit pas être loin de 250 maintenant. C'est assez homogène. Les gros réseaux de chaleur, les gros consommateurs. En fait, il faut faire attention quand même. Les gros carrés bleus, ils accaparent 90% des consos. Finalement, c'est quand même là que se trouve le gros de la consommation. C'est les réseaux de chaleur urbains, ça n'a rien à voir avec les ronds verts qui sont les chaufferies de communes rurales, en termes de volume. Ça, ce sont les chaufferies agricoles, donc il y a une liste à jour. On en a une soixantaine dans la Haute-Normandie. Ça représente 4000 tonnes de bois. Voilà. C'est ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure. La plaquette, c'est 3 fois moins cher que le fuel. Là, vous avez le prix de la plaquette, c'est le combustible le moins cher. Même moins cher que le bois bûche, ramené au mégawattheure. Le granulé est quasiment au même prix que le gaz naturel. C'est pour ça que mettre du granulé quand on est raccordé au réseau de gaz aujourd'hui, c'est pas spécialement intéressant. Le fuel est en vert. Et propane et électricité beaucoup plus cher. Donc l'intérêt du bois, en fait, au-delà de l'argument économique, c'est que c'est un prix stable. Vous voyez que la plaquette forestière, elle oscille, mais que c'est négligeable par rapport à ce qu'on voit sur le fuel. Donc moi, c'est l'argument que je donne aux collectivités, parce que sur des projets de chaufferie collective rurale, souvent, le retour sur investissement, il n'est pas si évident que ça. On est à des coûts équivalents par rapport à une solution de référence. Par contre, l'argument qui peut être entendu, c'est que c'est des prix qui sont beaucoup plus stables dans le temps. On sait que dans 10 ans, 15 ans, le bois a très peu de chances de varier en termes de prix, alors que sur le fuel ou le gaz, on n'a aucune visibilité, quoi. Et on voit que ça passe du simple au double en un an. Donc pour une collectivité, c'est un argument qui peut avoir du poids. Lui dire, au moins, vous savez où vous allez, quoi. Les équivalences énergétiques, la conclusion, c'est qu'il faut beaucoup de place pour stocker la plaquette. 10 mètres cubes de plaquette, c'est 1 mètre cube de fuel en énergie. Cisterne de bois, 3 mètres cubes de granulé. Vous voyez que quand on compresse du granulé, on divise par 3 le volume du bois. Alors si, la petite remarque là-dessus, les CUMA aussi lancent une expérimentation de granulation, de fabrication de ce qu'on appelle agropelé. C'est-à-dire à partir de déchets agricoles ou même éventuellement mélangés à du bois.
fabrication de granulés à la ferme avec une unité mobile, une sorte de container sur un camion qui ferait le tour des fermes pour faire du granulé. La plupart des réseaux de chaleur sont montés en délégation de service public, en concession. C'est-à-dire que ce n'est pas la collectivité qui porte l'investissement, c'est la collectivité qui fait un cahier des charges et qui met des entreprises en concurrence pour construire la chaufferie et l'exploiter. Comme il y a sur les autoroutes ou sur l'eau. Et ça veut dire qu'une fois que la chaufferie est construite, donc il y a un contrat qui est signé pour 25 ans, et en gros la collectivité n'a plus tellement son mot à dire sur le prix de vente de l'énergie, sur les conditions d'approvisionnement en bois et tout ça. Voilà, c'est engagé pour 25 ans. Donc si on veut que le plan d'approvisionnement tienne compte de filières locales ou qu'il intègre une partie de bois bocagé, il faut le faire avant. C'est-à-dire qu'il faut que la collectivité le mette dans son cahier des charges de départ. Donc il faut être très en amont dans les projets. Quand on entend qu'il y a un projet de réseau de chaleur, il faut dès le départ se manifester en disant vous avez des agriculteurs autour de la ville qui pourraient fournir même un petit pourcentage, 2 ou 3% du bois, mettez-le dans votre cahier des charges pour que les délégataires qui vont répondre au marché en tiennent compte dans leur offre. Et quand c'est fait comme ça, ça fonctionne. Donc on a nous 2 gros réseaux de chaleur qu'on fournit en bois, alors 2 ou 3% à chaque fois, mais c'est déjà beaucoup. Hein. Ce sont des chaudières qui brûlent 40 000 tonnes par an. Du coup, ça pèse assez peu dans le coût global final de la chaleur. Et ça permet de faire du développement local, quoi, et de contribuer au développement agricole. Voilà en gros le schéma qu'on a donc, sur l'exemple de Neuchâtel-en-Bray, donc une ville qui était assistée par Biomasse Normandie comme assistant maîtrise d'ouvrage pour monter son cahier des charges, qui a signé, donc, je vous dis, un contrat de 24 ans avec l'entreprise d'exploitant de chauffage Viria. Viria, à son tour, a passé un contrat avec le fournisseur de bois Biocombustible, qui est un gros fournisseur de bois normand. Et Biocombustible a passé un contrat avec Eden, donc l'association d'agriculteurs. Vous voyez le système en cascade. Et ensuite, une fois que ça est démonté, c'est le concessionnaire donc, qui investit, qui construit et qui se rembourse en facturant l'abonnement au réseau de chaleur aux usagers. Région pour le lycée, les collèges, les bailleurs sociaux, les HLM, tous les clients du réseau, en gros, ensuite payent directement à Viria leur chaleur.